Et donc ils devaient tous les arrêter, on devait arrêter tous les militants. Il y avait 300-400 syndicalistes et deux socialistes, deux députés, dont Pierre Laval, qui sera président du Conseil dans les années 40. Bon, alors on leur faisait dire par des voix intéressées qu'on allait tous les arrêter, ils devaient être concentrés à l'île Dorée. Bon, des choses comme ça. Et puis certains pensaient même qu'on allait les fusiller, quoi. Hein. Enfin, il y avait... C'était Radio Chiotte, Intox, etc. Alors ils ont eu peur de ça. Et comme la CGT, c'était un syndicat ouvert, ils n'étaient pas clandestins, ils n'avaient pas de structure, ils avaient quelques structures de secours, mais à mon avis pas grand-chose. Et quand on leur a dit ça, le comité confédéral n'a rien pu dire. Ils n'ont pu prendre aucune disposition pour essayer de parer à ça. Ils disaient aux gens, bon, essayez de ne pas coucher chez vous, ça serait peut-être mieux. Enfin voilà, quoi. Ça, et donc, ils se sont abouchés par l'intermédiaire de Miguel Almereda, qui est le père de Jean Vigo, qui était avec Gustave Hervé, un des dirigeants de la guerre sociale, qui avait un peu changé. Et donc, il y a eu une négociation diligentée par Malvy, ministre de l'Intérieur, pacifiste, proche de Joseph Caillaux aussi de la mouvance de la bourgeoisie pacifiste, et ils se sont abouchés ils ont discuté avec les anarchistes à l'époque, et donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, Almereda a dit à Malvy, pas de problème, je les ai convaincus, ils feront rien contre. Alors Malvy lui a dit, mais enfin, t'es pas très très bien avec eux quand même, hein, parce que Almereda avait beaucoup changé, hein. Il avait créé un journal qui était proche de Malvy justement, et de Caillaux, qui s'appelait Le Bonnet Rouge à ce moment-là. Puis l'autre s'est dit, mais oui, mais je les connais, ce qui était vrai, je les connais, etc. Donc il y a eu ces négociations. Il y a eu aussi d'autres négociations, notamment le discours de Jouot. Le discours de Jouot qu'il a prononcé le 4 août, pas le 4 août, oui, peut-être le 4 août, le jour des obsèques de Jaurès, où il a fait un discours tout à fait, un très beau discours d'ailleurs, hein, avec des trémolos, une péroraison, quelque chose de bien, dans lequel il disait « Je parle au nom de ceux qui vont partir, je parle au nom de ceux qui vont partir et dont je suis ». Ce qui était totalement faux, il n'est jamais parti. Il est devenu commissaire de la République de je ne sais pas quoi, exilé à Bordeaux avec les autres parce qu'ils avaient eu peur des Allemands en septembre. Et donc, apparemment, d'après Abel Ferry, dont les mémoires ont été éditées il y a 2 ans par un journaliste du Monde, Vider, Jouot aurait été montrer son discours à Malvy. Ce discours, effectivement, c'est possible, hein. Alors, c'est pas sûr, bon, c'est une chose parmi d'autres. Mais, enfin voilà, donc ils sont passés de la peur, de la répression, tout de suite à la compromission. Et de la compromission, enfin d'abord, oui, de la compromission, et de la compromission ensuite à la franche collaboration. Au moment de la déclaration de guerre, il ne reste plus que des positions individuelles, et les dernières déclarations du bureau confédéral de la CGT sont principalement rédigées sur un texte préparé par Alexandre Luquet, qui est donc un permanent de la CGT, membre de la SFIO, et dont on analyse aujourd'hui l'ensemble du texte comme émanant du gouvernement, c'est-à-dire de Viviani, lui-même ancien socialiste, et qui négocie la peau des responsables syndicaux et politiques en contrepartie de leur absence à mobiliser contre cette guerre. Et effectivement, oui, le mouvement ouvrier, d'une part, voit qu'il n'est pas capable d'empêcher la guerre, et ça c'est un fait objectif qui s'impose. Le mouvement ouvrier n'avait pas, c'est une question de rapport de force, le mouvement ouvrier n'avait pas la possibilité d'empêcher la guerre, et une partie de ceux qui vont rester à l'arrière dans les organisations, donc une minorité de ceux qui, enfin, une majorité de la minorité qui reste, vont effectivement se rallier à l'Union sacrée. Et dès les premières semaines, on voit effectivement une évolution du discours qui est très nette, et notamment un renoncement à la lutte de classe du fait du ralliement à l'Union sacrée qui était appelé par le président de la République, Raymond Poincaré. Cette évolution, elle est déjà perceptible dans la CGT
déjà avant 14. Et c'est notamment remarquable chez Jouot, où effectivement Jouot c'est quelqu'un qui va évoluer, mais il évolue, je pense qu'il faut bien voir que Jouot ne trahit pas ses idéaux de jeunesse pour le plaisir de trahir. Il change d'idée progressivement parce que la situation évolue et parce que Jouot était quelqu'un qui sentait sa base. C'est notamment, on le voit en 1936, au moment de la grève générale spontanée, qui ne déclenche absolument pas. Mais il va s'y rallier parce qu'il sent bien que la base est favorable à l'occupation d'usines, qui ne répond pas à un mot d'ordre, mais il va effectivement se rallier à ça. Et quand le 4 août, sur la tombe de Jaurès, Jouot dit voilà, nous allons être les soldats qui vont lutter, etc. Ceux qui vont partir et dont je suis, bon, il ne partira pas, mais à la limite, c'est anecdotique. Est-ce qu'il n'est pas effectivement le porte-parole des ouvriers? Tout ça semblait monter des profondeurs infernales de l'être humain comme un feu atroce qui ne s'apaisait que le temps d'ensevelir les morts avant de reprendre de plus belle. Notre bleu avait été tué sur le coup, même pas la bonne blessure comme Boulier qui devrait désormais marcher avec une jambe de bois, mais loin d'ici, sur les boulevards. Tu n'en étais pourtant pas à ton premier assaut. Tu avais vu tomber à tes côtés les 3/4 de ta compagnie. Aussi, tu étais sûr d'avoir tiré le bon numéro. N'avais-tu pas écrit à ta mère que tu t'en sortirais vivant de cette guerre, que la balle Boche qui devait te tuer n'était pas encore fabriquée? La formule te plaisait. Mais aujourd'hui, tu restes terré au fond de l'abri. Tu te caches, tu n'es plus sûr de rien. Tu as peur, tu as dégueulé. Tu t'es répandu dans ton pantalon au moment où la première vague a franchi le parapet. On t'a découvert dans ta mère des verres de trouille. Ce sont 12 balles françaises qui t'ont tué. On s'est rendu compte qu'on dérangeait les civelots avec nos puanteurs et notre crasse. On nous appelait des poilus. Les milieux militants ont pour habitude de commémorer en effaçant les zones d'ombre. Nous souhaitons une commémoration critique parce que on pense qu'aujourd'hui on ne peut avancer au regard de l'histoire que si on en analyse l'ensemble des éléments, des échecs et des pourquoi. Une des phrases auxquelles on fait référence est celle que l'on cite souvent et qui est de dire « la réflexion acquiert ce que l'action conquiert ». Ça nous semble aujourd'hui nécessaire de rajouter un élément, c'est que la réflexion se nourrit aussi de l'analyse historique et que à ce titre, tout le regard critique qu'on peut porter sur la frange révolutionnaire de la CGT de 1914 nous semble être un élément qui mérite réflexion au regard de la pratique quotidienne qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que syndicaliste révolutionnaire au sein de la société de 2014. Pourquoi tu disais que ce n'était pas possible si les Français ne cessaient pas, arrêtaient la mobilisation, parce que l'Allemagne, peut-être, elle, n'aurait pas fait, et que forcément, il y aurait eu un déséquilibre. On a gagné une guerre, c'est pas commode, ça peut durer. Alors, qu'est-ce qui se fait est-ce que c'était la pression? Ça, je préfère te répondre, parce que ça m'a laissé interrogatif. Ils ont joué sur le patriotisme foncier du Parti socialiste. C'est ça. À l'époque, je pense qu'on peut dire les prolétaires avaient une patrie. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Où ils en avaient plus qu'il y a 20 ans auparavant. Il y avait eu quelques améliorations. Et puis, à supposer que, je vous dis, l'antipatriotisme n'a jamais été majoritaire dans la classe ouvrière. Et il l'était encore moins dans la population. Mais dans le cas de tous ces militants, je pense qu'ils ont été quand même imprégnés par l'atmosphère. Mais évidemment, c'est très dur. On ne l'a pas vécu, on ne peut pas voir. On est pris tout nous pousse à y aller, quoi. C'est le plus simple, quoi. Et puis, ils ne savaient pas exactement non plus ce qui leur arriverait. Mais le mouvement ouvrier cesse son action revendicative à partir du 14, parce que les directions de la CGT et du Parti socialiste sont pour l'union sacrée. Les organisations anarchistes cessent en pratique d'exister. À cause de la guerre. À cause de la mobilisation, dès le 2 août 14. Ah oui, non, mais je parlais du contexte général. Ah oui, avant la guerre. La position des uns et des autres et les déclarations qui sont faites lors de l'enterrement de Jaurès, alors que la déclaration de guerre est déjà faite et que la mobilisation est en cours,
ne sont en réalité que des attitudes personnelles qui correspondent à un sauf-qui-peut au niveau de la direction de la CGT. Mais les antagonismes qui se sont créés entre les différentes tendances révolutionnaires de la CGT vont avoir des répercussions sur l'attitude d'un certain nombre. Je pense particulièrement aux collaborateurs de la vie ouvrière autour de Pierre Monat, qui vont dans les premiers et avec Gustave Merheim, qui est le représentant du syndicat de la métallurgie, et lui qui est sur une position réformiste, vont être les premiers à réagir à la fin de l'année 1914 et en début de 1915 sur des attitudes d'abord de refus de guerre, pacifistes, et ensuite qui prendront écho avec la révolution russe de 1917. Petit à petit, des militants, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs les plus anti-guerre, donc des syndicalistes, disons réformistes, comme Merheim, comme Monat, mais honnêtes, ont commencé à dire ça commence à suffire, il faut faire quelque chose. Et il y a eu aussi, en 1917, un mouvement important des femmes qui avait remplacé dans cette industrie les hommes. À Paris, c'était le mouvement des midinettes, ça a débordé le cadre des industries de guerre, et ça touchait aussi les employés des magasins de confection, des choses comme ça. Et ce mouvement a été notamment aidé par le journal d'Almereda, on revient à Almereda, qui est mort en prison peu après, qui s'appelait le Bonnet Rouge. Alors lui, Almereda, il est passé de l'extrême gauche à la gauche, et il est revenu, semble-t-il, à une certaine extrême gauche. Enfin, son journal a été utile pour fédérer ce mouvement social qui a duré quelques semaines en 1917. Quoi. Alors il y a des éléments minoritaires dès août 14 qui vont exister, qui vont s'opposer à l'orientation de l'Union sacrée. Alors est-ce qu'ils le font? Ils mettent plus vraiment en avant l'antimilitarisme, ils mettent en avant l'internationalisme. La CGT avait en 1908 adopté dans un congrès une motion qui comprenait la célèbre phrase de Karl Marx « Les travailleurs n'ont pas de patrie ». Bon, et celui qui a proposé ça, Alphonse Merheim, qui est le secrétaire de la Fédération des métaux, fédération très importante, qui est un militant important au sein du comité confédéral, il conserve cette même orientation. Et c'est lui qu'on va retrouver à la tête de la délégation française avec Albert Bouderon de la Fédération des tonneaux, à Zimmerwald en 1915, comme représentant du mouvement ouvrier français, alors qu'il n'est pas socialiste. Mais parce que c'est un des militants qui vont porter ça. Pierre Monat, évidemment, va porter ça. Lui va démissionner du comité confédéral en décembre 1914. Et en sanction, il va être envoyé au front. Et là, c'est tout à fait caractéristique, c'est qu'il va partir. Alors qu'il maintient ses positions, alors qu'il écrit publiquement « guerre à la guerre, cette guerre n'est pas notre guerre », etc. Mais quel choix? Le choix, c'est l'exil. Ou la prison, voilà, et il ne pense pas que jouer le rôle de martyr soit tellement intéressant, donc il part au front. Rosmer va être mobilisé, mais il est mobilisé à l'arrière, donc c'est une autre question, mais Alfred Rosmer va aussi avoir un rôle important dans la reprise d'activité des syndicalistes révolutionnaires, et eux, ils considèrent qu'ils sont la continuité, ils sont les militants qui défendent l'orientation majoritaire de la CGT d'avant 14, qui avait été décidée démocratiquement dans les congrès, donc ils ne voient pas pourquoi eux partiraient. Ils considèrent que ceux qui ont quitté l'orientation de la CGT, c'est la direction, c'est Léon Jouot. Alors il y avait déjà des difficultés avec Léon Jouot avant 14. Le groupe de la vie ouvrière ne s'entendait pas très bien avec Jouot avant 14. Mais évidemment, ces conflits vont s'exacerber suite au ralliement de Jouot à l'Union sacrée et puis de la majorité qu'il a derrière lui. Parce qu'évidemment, ce n'est pas qu'une question de Jouot, c'est parce qu'au sein du comité confédéral, il y a une majorité pour défendre l'orientation de Jouot de l'Union sacrée. Mais ces minoritaires persistent à rester au sein de la CGT, considèrent qu'il doit exister une organisation de classe qui est le syndicat et qu'il ne faut donc pas le diviser, et considèrent qu'il faut tout simplement reprendre la majorité au sein de la CGT. Bon, alors ils n'y parviendront pas, leur audience augmente quand même un petit peu, et ça amènera finalement à la scission d'après la guerre, mais c'est important de le noter, les premiers internationalistes, notamment Monat, s'opposeront à cette scission. Et Monat lui-même restera à la CGT, il ne sera pas membre de la CGTU. Alors qu'on considérera parfois qu'il est l'inspirateur, il est le leader du syndicalisme révolutionnaire, y compris après la guerre, mais il n'adhérera pas à la CGTU. Et ces militants continueront tout le long des années 20 et au début des années 30 à considérer que la scission est une mauvaise chose et à militer pour la réunification syndicale, évidemment sur des bases d'indépendance politique, donc contre l'orientation de la CGTU
qui devient l'IOPC au fil des années 20, et en même temps contre le réformisme qui est celui de la direction de la CGT. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le regard que l'on peut porter sur le syndicalisme, où aujourd'hui nous avons en France 7, 8 organisations ou confédérations syndicales, c'est de dire est-ce que la scission syndicale de 1921 est un résultat de la guerre ou est un résultat de la pratique syndicale unitaire rassemblant réformistes et révolutionnaires de 1914. Pour ce qui concerne le syndicat du bâtiment, aujourd'hui, la scission syndicale était inscrite dans la différence qui s'est faite dans la pratique de la CGT entre réformistes qui, d'année en année et après le passage par l'union sacrée, iront de plus en plus vers la collaboration de classe, et une position révolutionnaire qui dit que le syndicalisme a vocation à changer la société. Donc aujourd'hui, le regard que porte le SUB par rapport à ça, c'est le regard du présent, de dire qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le syndicat du bâtiment d'être à la CNT, de ne pas être à SUD ou de ne pas être à la CGT, parce qu'aujourd'hui, le syndicat du bâtiment pense que la théorie des minorités agissantes doit être celle qui doit permettre de donner une influence révolutionnaire à la classe ouvrière ou au prolétariat pour avoir le changement de société que l'on espère. Écoutez nos voix qui montent les chantiers, nos voix les prolétaires qui disent il en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un quart un train, parquer comme du bétail, marre de l'outillage qui nous brille la tête, marre des cheffaillons du boulot qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez nos voix, elles annoncent la grève. C'est nous les gars du bâtiment, ouvriers, syndiqués nous sommes, pour défendre chaque jour sur nos chantiers nos droits et notre dignité. Écoutez nos voix qui montent des ateliers, nos voix de prolétaires qui disent il y en a marre de trier pour un salaire de misère et finir corps brisés avant l'âge de la retraite. Danger, précarité sont notre quotidien. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir sous les intempéries. Patron, regardez-nous, c'est la grève qui commence. C'est nous les gars du bâtiment. Ouvriers, syndiqués nous sommes, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vaincre l'État et les patrons. Écoutez-les nos voix de producteurs, toutes ces voix unies qui demain nous feront taire, toutes celles qui font la richesse du monde, que méprisent aujourd'hui parvenus et nantis. Au lendemain de la grève générale, ayant exproprié patrons et actionnaires, sans délai mais sans hâte, nous reprendrons l'ouvrage et construirons nos vies en toute liberté. C'est nous les gars du bâtiment, ouvriers, syndiqués nous sommes, pour construire demain dès que nous le pourrons un monde sans